Bonjour à toutes et à tous. Je suis Florian Guyot, le directeur général de l'association Aurore, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette table ronde autour de la gouvernance des SIAO et de leur modèle juridique. Quels objectifs sert la gouvernance des SIAO, avec quels acteurs autour de la table, les formes juridiques des structures qui les pilotent ont-elles un impact sur cette gouvernance? Et puis d'abord, quelles sont ces formes juridiques et quel est le paysage actuel des SIAO? Bref, un certain nombre de questions se posent autour de ces organismes qui sont assez centraux tout de même dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de précarité. Et nous allons essayer ce matin de mieux comprendre ces enjeux et d'essayer d'éclaircir ce débat. Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui s'inscrit dans la semaine pilotée par la FAS autour de la rue, du concept de la rue au logement et des SIAO. Et pour y réfléchir, cette table ronde, nous avons la chance de réunir un certain nombre d'invités qui vont nous faire part de leur expérience et de leur vision du sujet. Commençons par quelques présentations. Vanessa Benoît, vous êtes la directrice générale du SAMU social de Paris, organisme sur lequel nous reviendrons et qui gère notamment le SIAO parisien. Bonjour Vanessa. Bonjour. Françoise Guillard, vous êtes la directrice du dispositif Habitat Insertion Santé de la Sauvegarde 56 qui gère entre autres le SIAO dans ce département. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Christine Vigne, vous êtes directrice de transition aujourd'hui, après avoir été la directrice de différentes structures dans le secteur, et vous nous expliquerez notamment ce qui a été mis en place dans la Loire. Bonjour Christine. Bonjour. Fanny Gagnère, vous êtes coordinatrice générale du groupement de coordination sociale dirigeant le SIAO de la Loire. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Sylvain Mathieu, vous êtes le délégué interministériel qui coordonne la DIAL, la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui est notamment en train de mettre en place un service public de la rue au logement sur lequel nous reviendrons. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous les cinq. Je salue également toutes les personnes qui se sont connectées pour participer à notre échange. D'après le compteur qui s'affiche devant moi, nous sommes une bonne centaine à présent, mais le compteur augmente, donc continuez d'arriver. Nous sommes heureux de vous accueillir et j'invite chacun à poser vos questions à travers le chat. Nous tenterons de sélectionner quelques-unes de ces questions pour avoir l'occasion d'y répondre dans le temps de débat et d'échange que nous aurons dans la seconde partie de notre table ronde. Avant de passer donc, à la première partie, donc de passer la parole à nos invités, pour introduire les échanges, disons pour lancer les débats, j'aimerais dresser trois petits éléments de constat et une réflexion autour du sujet qui nous anime. D'abord, le premier élément de constat, c'est qu'il existe aujourd'hui en fait une certaine diversité dans les modes de gouvernance des SIAO. Un peu plus des 2 tiers sont portés par une association, 14% sont portés par des groupements de coordination sociaux et médico-sociaux, ce qu'on appelle des GCSMS. 11% sont portés par une association d'associations et 2 SIAO relèvent aujourd'hui du statut du GIP, sur lequel nous reviendrons avec l'intervention de Vanessa, c'est ceux de Paris et du Rhône, et un SIAO est porté par un CCAS. Ces structures sont relativement anciennes, puisqu'environ 2 tiers sont en place depuis une dizaine d'années. Donc, on voit qu'il y a des dispositifs qui sont aujourd'hui assez ancrés dans leur fonctionnement. Le deuxième constat, c'est que la plupart des SIAO aujourd'hui s'inscrivent dans différents comités de coopération autour du SIAO qui incluent diverses parties prenantes. Alors, souvent, cette partie prenante, c'est l'État, pour à peu près 2 tiers des SIAO qui sont en place. Dans un tiers des cas, les collectivités participent à la réflexion. Les autres associations du secteur y participent également pour à peu près un tiers des SIAO. Et puis, fait marquant, les personnes accompagnées ne sont incluses dans ce tour de table que dans 11% des structures qui sont en place. Donc tout ça pose la question de la structuration des parties prenantes, de la place de l'État et des territoires sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir dans nos échanges. Et puis,
Troisième constat, la plupart des SIAO sont également gestionnaires d'organisations, d'organismes d'hébergement en plus de leur activité des SIAO. C'est le cas pour la très grande majorité des structures qui existent et également pour certaines des structures qui sont représentées par nos invités. Voilà ces trois constats qui permettent un petit peu de présenter le paysage actuel. Et face à ces constats et en vue de lancer un peu le sujet de la gouvernance et des formes juridiques, je pense qu'il y a une réflexion qui traversera nos échanges, c'est d'abord de comprendre la différence entre une structure juridique et la gouvernance au sens plus large d'une organisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, on peut se dire que les comportements au sein d'une organisation sont peut-être déterminés par la structure qui encadre cette organisation, mais d'un autre côté, on peut se dire, et on le verra, que la diversité des acteurs intéressés à l'action des SIAO laisse penser que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisation est plus complexe que cela, voire même peut dépendre de certains territoires. Et donc, le sujet de la gouvernance et de formes juridiques revêt une certaine forme de complexité qu'on est aussi là pour essayer d'aborder aujourd'hui en vue de l'éclaircir. Sans plus attendre, je pense que c'est surtout important de vous passer la parole à vous qui êtes aujourd'hui au cœur du sujet. Et pour commencer, je me tourne vers Vanessa Benoît. Vous dirigez l'un des deux GIP. Que permet un GIP? Qu'est-ce que ça apporte à un SIAO? Et peut-être très rapidement, qu'est-ce qu'un GIP? Bonjour. Alors un GIP, un groupement d'intérêt public, c'est une forme juridique qui permet la mise en commun des volontés et de moyens, qu'ils soient publics, privés et associatifs. Et c'est aussi une structure qui est tournée vers l'opérationnel, donc qui va chercher des solutions concrètes pour mettre en œuvre ses missions. Le conseil d'administration du GIP du SAMU social de Paris, puisque c'est la forme qu'a pris le SAMU social à Paris, réunit l'État, la ville, mais aussi la RATP, la SNCF, les hôpitaux de Paris et puis plus récemment la Fédération des acteurs de la solidarité et l'Agence régionale de santé à titre consultatif. C'est donc un CA qui est un véritable lieu de débat des politiques publiques de lutte contre l'exclusion, en tout cas de leur mise en œuvre sur le territoire parisien, et c'est un débat qui associe des membres qui font vivre ces politiques publiques. Le GIP SAMU social, qui a bientôt 30 ans, porte depuis son origine une grande variété de missions. Il porte des missions de veille sociale, puisqu'il porte des maraudes, des accueils de jour. Il porte des missions d'hébergement, avec des centres d'hébergement d'urgence. Il porte des missions qui sont de l'ordre du sanitaire, avec notamment les lits halte soins santé. Et il porte depuis le début une mission de régulation, la plateforme du 115, et un observatoire qui veut participer à une meilleure connaissance du public. Par toute son activité, il est porteur des valeurs, de l'aller vers et de l'inconditionnalité. Et donc, le SIAO de Paris est adossé à cette histoire et à cette expérience. Et au quotidien, le GIP a un fonctionnement qui n'est pas très différent d'une association du secteur. Il travaille en réseau et en partenariat. Il est membre de la Fédération des acteurs de la solidarité. Il a une approche réflexive sur ses pratiques et sur les politiques publiques. Il émet des propositions. Il répond à des appels à projets. Merci Vanessa. Et un GIP est assez inhabituel aujourd'hui dans le paysage qui existe. On en voit quelques avantages. Quels en sont aussi les freins? Alors, il y a quelques inconvénients qui sont liés au statut de GIP, c'est principalement sur le plan pratique. C'est un statut qui ne permet pas de bénéficier de certaines exonérations fiscales, notamment sur le plan salarial. C'est aussi un choix qu'a fait le GIP du SAMU social de Paris du statut public pour son personnel qui crée une déconnexion en fait avec les autres acteurs du secteur, avec les conventions collectives qui sont celles du secteur. Donc, pour des raisons historiques, les salaires ils sont un peu plus bas. Pour des raisons juridiques, le GIP pratique peu de CDI et cumule les CDD et ça constitue des désavantages sur un marché du recrutement qui est aujourd'hui très concurrentiel. Très bien. Merci, merci Vanessa. D'un point de vue de la gouvernance, la différence entre la structure du GIP et la gouvernance au sein du SIAO, sachant que le GIP du SAMU social du Paris gère aussi d'autres types de dispositifs, quelle est la distinction qu'on peut faire entre la forme juridique et la gouvernance?
Oui, tout à fait. En fait, la gouvernance du GIP n'est pas la gouvernance du SIAO. C'est sûr que les membres du conseil d'administration sont des appuis précieux pour le SIAO. Ils suivent ses missions, ils s'y intéressent, ils les soutiennent. Mais la gouvernance du SIAO, elle est plus large. On peut se dire en préambule qu'il y a un peu 3 leviers pour constituer un SIAO qui puisse complètement assumer ses missions. Il y a d'une part une gouvernance qui puisse associer toutes les parties prenantes. On a parlé de l'État, on a parlé des collectivités locales, on a parlé bien sûr des personnes accompagnées, on a parlé des autres associations du secteur. On pourrait aussi parler des bailleurs sociaux, des acteurs de la santé, des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Deuxième levier, d'avoir des pratiques qui distinguent vraiment le pilotage et le suivi des situations individuelles. Je pense que la crainte de tout le monde, c'est que des formes de gouvernance s'immiscent dans la gestion des situations individuelles. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu à Paris et je pense qu'on peut se protéger de ça en ayant des pratiques qui soient très claires. Et puis enfin, pour moi, une condition essentielle, c'est une observation sociale de qualité et partagée. C'est ce qui permet au SIAO d'objectiver la réalité de la demande et des parcours, la pertinence de l'offre et puis d'émettre des préconisations. Donc, au SIAO 75, on a mis en place un comité de suivi partenarial avec toutes les parties prenantes selon les lignes que j'évoquais tout à l'heure. C'est vraiment lui qui est chargé d'évaluer la pertinence de l'action du SIAO de Paris. C'est lui qui doit nous aider, lorsque c'est pertinent, à en faciliter le développement. Je pense à l'articulation avec le champ sanitaire, je pense à l'accès au logement, je pense aussi à l'accès aux établissements médico-sociaux lorsque c'est pertinent pour les publics que nous prenons en charge. Pour moi, la gouvernance, c'est vraiment le décloisonnement entre les acteurs, entre les services de l'État et entre les politiques publiques. Et pour ne pas en rester à des intentions et des bonnes paroles, le SIAO 75 a écrit un projet de service. Il ne l'a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec toutes les parties prenantes, avec les personnes accompagnées, avec les associations et les partenaires du secteur et avec les agents du SIAO eux-mêmes. Ce projet de service, il prend acte de la réalité qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas pleinement satisfaisante, avec un déséquilibre entre l'offre et la demande, avec des points de blocage qui sont nombreux pour les personnes que nous accompagnons à toutes les étapes de leur parcours. Il dessine aussi une ambition, qui est celle d'un accompagnement des personnes au long de ce parcours et d'un accès au logement, et il énumère des actions concrètes pour aller vers cet horizon qu'on dessine. Et donc, c'est ce qui nous permet de rendre compte régulièrement. On a un projet de service, on a un comité de suivi, on rend compte régulièrement de la mise en œuvre des actions concrètes et de la mise en œuvre du projet de service. Donc, par exemple, on a commencé à travailler sur une réflexion sur le fonctionnement du 115 avec des ateliers qui associent les personnes accompagnées. Deuxième exemple, on a, avec l'aide de l'État, commencé à étaler l'activité, essayer de lisser les pics d'activité sur toute l'année plutôt que de fonctionner avec des pics en fonction de la saisonnalité ou d'autres dispositifs exceptionnels. Voilà, tout ça, c'est pour dire que pour moi, le modèle juridique n'est pas le plus important. Ce qui importe dans les missions des SIAO, c'est qu'on puisse avoir une gouvernance qui soit ouverte, c'est qu'on puisse conclure des partenariats et qu'on puisse mobiliser l'intelligence collective. Et c'est ce qu'on essaye de faire au SIAO 75. Merci, merci Vanessa. Et du coup, si je poursuis, Françoise, je vous passe la parole. Si on revient aux missions des SIAO, aux spécificités des territoires, à la manière de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'association que vous gérez, son organisation et la manière dont le SIAO fait participer les différents acteurs? Voilà, bien. Bonjour à tous, Françoise Guillard. Alors, je vous parle un tout petit peu du Morbihan, puisqu'on est sur le SIAO 56. Le Morbihan, il y a un secteur, peut-être une de ses spécificités, c'est un secteur urbain, un secteur rural. Je crois que c'est des choses qu'il faut peut-être regarder aussi quand on choisit la gouvernance avec 2 villes principales, Val et Lorient. Sur le Morbihan, on avait un historique, on avait 2 CAO qui existaient avant les SIAO. Hein. On est investi depuis très longtemps dans l'évaluation et l'orientation. Et en fait, il y avait 2 associations qui géraient chacun un CAO. Quand il y a eu création du SIAO, on a créé une association d'associations et on avait des points de vue différents sur ces 2 associations. On n'a pas réussi effectivement à trop avancer. Ça a été un frein à un moment donné. Donc, il y a eu un appel à projet décidé par la DRJCS, enfin des DCS en lien avec la DRJCS.
Et donc, nous avons répondu les 2 associations. C'est la sauvegarde 56 qui a été retenue. Je ne sais pas si vous voyez mon document. Non. Nous le voyons, nous le voyons. Très bien, parfait. Alors, voilà sur un petit peu notre historique et notre local. Et donc, j'ai mis en sous-titre, vous avez vu, territoire et proximité, c'est ce qui nous a, je dirais, ce qui nous gouverne un petit peu actuellement. Alors, donc, hop là, il faut, voilà, j'étais rendue là. Donc, dans l'appel à projet, ce qu'on avait nous proposé, c'est qu'il y ait un chef de service qui soit global sur ce SIAO pour garantir une organisation départementale. On avait une organisation qui n'était pas très harmonisée. Donc, on a recruté ce chef de service qui anime, lui, l'ensemble de la dynamique SIAO. Et moi en tant que directrice. On a voulu garder la proximité, donc en termes de gouvernance, on a 5 antennes territoriales sur les petits territoires du Morbihan. Et sur chaque unité antenne territoriale, on a des CTO, des commissions techniques d'orientation, qui sont multipartenariales. Donc là, on rejoint l'ensemble de nos partenaires pour travailler avec eux l'orientation. Pour garantir un petit peu je dirais l'historique de nos CAO dans le Morbihan. En fait, on s'était mis d'accord avec l'autre association, parce que pour nous, il est important aussi de faire attention, de préserver nos bons partenariats. Et effectivement, l'association qui était retenue sur cet appel à projet on avait pris engagement mutuel pour faire un contrat de prestation pour l'autre association. Le but, c'est un peu de préserver nos institutions, bien sûr, mais aussi de préserver les partenariats qui existaient déjà sur ces territoires. Il faut savoir que nos 2 associations gèrent par ailleurs des CHRS, des accompagnements à domicile, enfin, etc. Alors, pour travailler avec nos partenaires, on a 2 rencontres partenariales par territoire. Alors, on prépare un peu l'hivernal, même si aujourd'hui, beaucoup de choses sont pérennisées annuellement. Et puis, on fait un bilan après l'hivernal, ensemble avec nos partenaires. C'est pour moi un retour d'expérience important et d'orientation pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en lien avec nos partenaires? On a autrement, depuis le début, un comité de suivi mensuel. Alors, notre comité de suivi mensuel, il est par l'ADDCS et la sauvegarde. La sauvegarde, donc moi, et le chef de service, et puis l'inspectrice principale de l'ADDCS et une conseillère technique. Donc, c'est un petit comité de suivi. Alors, il faut faire attention à ce qu'on vienne bien l'alimenter de l'ensemble des rencontres qu'on a eues par ailleurs. Par contre, nous sommes extrêmement réactifs dans les décisions. Et on a bien vu qu'avec la pandémie, le fait de ne pas avoir été très nombreux nous a permis d'être très réactifs. Par contre, pour rendre visible notre activité, on a un comité de pilotage annuel qui regroupe l'ensemble des partenaires, alors des DCS, conseil départemental, les missions locales, les CCAS, les représentants des collectivités territoriales. Que je fasse à peu près le tour. Voilà, je crois qu'on est à peu près assis tout ce qui est du côté des hôpitaux et des bailleurs sociaux. Et puis, une fois on ne s'est pas satisfait de ça, je dirais, on s'est dit, et les usagers là-dedans. Donc, aujourd'hui, ils ne sont pas conviés au comité de pilotage. On a réfléchi, on s'est dit, on n'avait pas d'usagers suffisamment formés, entre guillemets, pour pouvoir venir là. Par contre, on a fait une consultation d'usagers sur les 2 territoires principaux, Vannes et Lorient, pour qu'ils amènent aussi leurs propositions d'amélioration sur notre gouvernance. Alors, nos avantages, alors vous voyez, j'ai trouvé beaucoup d'avantages et pas beaucoup de risques, mais peut-être parce que je suis un peu le nez dedans. On a eu par rapport à l'appel à projet, ça a légitimé effectivement notre intervention en tant qu'opérateur SIAO. Faut regarder les choses en face. On peut être en concurrence sur les territoires. Donc, effectivement, le fait d'avoir été retenu par cet appel à projet nous a rendu très, très légitimes. On a pu offrir un développement harmonisé et coordonné sur chaque territoire. On a aujourd'hui une évaluation sociale harmonisée sur l'ensemble des territoires.
On a des travailleurs sociaux qui sont pérennes sur nos antennes SIAO, hein, et donc qui ont une connaissance fine de l'ensemble des dispositifs. Donc, sont, je dirais, les mieux placés pour faire une orientation adaptée aux difficultés et aux potentialités des personnes. On a des réponses co-construites sur les situations complexes, puisqu'effectivement, à ce moment-là, on invite l'ensemble des partenaires concernés sur ces commissions complexes. On a développé une intelligence collective avec la DDCS, les associations et nos partenaires sociaux et de santé, puisqu'aujourd'hui, on travaille aussi avec l'ARS du côté du SIAO. On a des travailleurs sociaux qui interviennent au sein du SIAO, mais qui peuvent intervenir aussi sur les autres dispositifs. Donc, en fait, ils sont baignés, je dirais, dans une réflexion du côté du parcours logement. Et puis, on a une organisation simple et de la réactivité. Par contre, le risque, et c'est pour ça qu'on a différentes instances de gouvernance, ce serait que la direction, tout d'un coup, se prenne pour seul SIAO et travaille sans les partenaires et sans les usagers. Avant d'aller à la slide suivante, je vois une question dans le chat, Françoise, qui revient sur cette question de la consultation des usagers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous avez mené cette consultation? Oui. Donc, on a convié via les gestionnaires d'établissement. Il faut savoir, les gestionnaires d'établissement, au Morbihan, c'est assez simple. Il y a la sauvegarde 56 et il y a la MICEP qui gère les autres centres d'hébergement. Donc, on est deux opérateurs, ce qui a simplifié un peu notre vie, je dirais. Donc, via les organismes d'hébergement, plutôt sur l'hébergement ou d'accompagnement, on a convié des usagers. Donc, on a eu 2 groupes d'usagers animés par le SIAO avec des modalités de consultation adaptées. Voilà, et on a travaillé avec eux. J'étais présente, moi, sur ces 2 groupes d'usagers. Merci, Françoise. Et une autre question du chat qui s'adresse à tout le monde, donc ça sera intéressant d'avoir la vision de chacun puisque vous avez des formes juridiques différentes. Question très technique sur quelle est la convention collective qui s'applique à ces SIAO. Convention 66, nous. Merci. Voilà, donc on est plus cher que sur le GIP, peut-être, je sais pas. Vanessa, du côté du SAMU social, quelle est la convention collective? Justement, on n'applique pas de convention collective, on a un statut particulier qui est en décalage par rapport à ces conventions. Ça fait partie du problème. C'était le point qui était souligné dans l'intervention en effet, et puis on parlera des groupements de coopération dans l'intervention suivante. Françoise, je vous laisse poursuivre votre présentation. Alors, je voulais donner un petit plus à ma présentation, puisque vous savez, sur la com d'Aglo de Lorient, on est territoire ami logement d'abord, enfin un territoire de mise en place accélérée du logement d'abord. Donc, en fait, je me retrouve, moi, je dirais, sur le territoire de Lorient, au milieu des questions SIAO, logement d'abord. Je voulais affirmer un peu que SIAO et logement d'abord, ce sont des dynamiques qui doivent se rejoindre, mais ça fait partie des questions de ces journées. Je trouve que moi, ce qu'on a réussi sur Lorient, mais tout est à améliorer, c'est que le SIAO évalue et peut élaborer le projet logement. On a mis en place du côté du logement d'abord une équipe mobile. Donc, on a développé l'allée vert et ça, je pense que c'est précieux. Voilà, il va falloir qu'on combine SIAO où on se présente et équipe mobile, on va vers. On a mis en place une commission logement qui regroupe les bailleurs. Donc là, on a rejoint les bailleurs parce qu'effectivement, toute notre dynamique logement, si au bout, il n'y a pas de logement, elle tombe un petit peu à l'eau. On a bien sûr toute la dynamique CHRS logement temporaire puisqu'on n'a pas de logement comme ça disponible aussi spontanément, au moins sur notre territoire à nous. Et ben, je dirais que pour 2021, on a maillé tout ça, le SIAO, la coordination, ces instances. On va, je pense, mettre en place une plateforme pour l'ensemble des mesures logement dont on est au cœur aujourd'hui. Voilà comment on va mailler sur nos territoires. Moi, je défends les territoires de proximité puisque du coup, on ne traite pas des dossiers, mais on traite bien des individus qu'on a rencontrés. Voilà, donc on a tout ça à mailler. Ça reste encore une interrogation mouvant, mais je dirais qu'une fois qu'on aura maillé tout ça sur des territoires de proximité, on traitera vraiment des usagers qu'on connaît bien.
Merci Françoise. On retient beaucoup à la fois le mot de territoire et finalement le fait que les SIAO sont au carrefour du logement d'abord, de l'accueil des personnes accueillies et de leur inscription dans un ensemble d'acteurs qui sont à mettre autour de la table selon les formes que prennent ces SIAO. Et du coup, ça me donne l'occasion de passer la parole à Christine Vigne. Où vous avez été l'ardente actrice d'une transformation de l'organisation du SIAO dans la Loire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différentes étapes et nous expliquer comment on est passé d'une organisation à ce qui est aujourd'hui l'un des groupements de coopération au sein du SIAO de la Loire? Oui, bonjour. Alors, j'interviens quand même pour relater 2 expériences de gouvernance SIAO. Également, l'exemple du GIP, je vais peut-être démarrer par ça, et après, je reviendrai à celui du GCS de la Loire. Donc, je suis, donc, à l'époque d'ailleurs, au titre de la FNARS, une des co-conceptrices de la Maison de la Veille Sociale du Rhône, que nous avons initiée en 2008 et qui a préfiguré la création des SIAO, c'est-à-dire avant la circulaire. Évoquer la MVS à son origine, ça me permet quand même de dire l'intention initiale de cet objet singulier. C'est-à-dire qu'il s'origine dans le constat qui était dénoncé à l'époque par les enfants de Don Quichotte de l'existence d'un marché aux pauvres. C'est-à-dire chacun sélectionnait son public et de la qualité ou de la faiblesse des réponses apportées à la question du sans-abrisme. Et l'ambition que nous avions alors tenté de faire partager au réseau et au pouvoir public, c'était de co-construire à l'échelle du territoire une méta-organisation qui permettrait à la fois la mise en relation régulée de l'offre et de la demande, mais aussi et surtout qui favorise une acculturation dans les faits, par exemple, via la mise à disposition de personnel sur l'accueil de la MVS et la co-construction de réponses adaptées aux besoins des publics, via, par exemple, la fonction d'observation. Alors, autant vous dire que le pari qui consistait à mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes pour élaborer un objet commun n'a pas été aisé. Alors, nous sommes parvenus de manière opérationnelle à faire vivre cet espace de croisement, donc accueil de la demande, régulation via des commissions, échanges, rencontres, et finalement l'acculturation s'est faite. La question de la gouvernance de la MVS, elle a été tranchée à l'issue de la première année de fonctionnement qui avait été confiée sur le plan opérationnel, donc à la FAS. Nous avons alors plaidé pour un GIP, car il nous paraissait essentiel de mettre autour de la table tous les acteurs. Aussi, et j'ose l'avouer, parce que les associations du secteur n'étaient pas mûres à l'époque pour se mettre d'accord sur une gouvernance partagée. Ce faisant, donc le GIP s'est construit sur des modalités classiques, avec une composition constituée de collèges, des pouvoirs publics, l'hébergement, l'habitat, le logement accompagné, etc. Et bien évidemment, avec dans chaque collège des représentants désignés. Rien pour penser l'animation du groupement. Qu'est-ce que ça a donné? Malheureusement, et ce que je dis n'engage que moi et ne vaut pas pour la période actuelle, ce que ça a donné, c'est précisément un modèle de gouvernance pyramidale, une scène de théâtre, où les jeux des acteurs prennent le pas sur le scénario prévu. Alors, les AG, conseil d'administration, autres instances de gouvernance étaient pilotées par l'État et agissaient comme des chambres d'enregistrement de décisions qui étaient prises par ailleurs. C'est-à-dire que le modèle de coopération que nous avions appelé de nos voeux, convaincus qu'il fallait structurer des espaces de travail ouverts, des instances de mise en débat, des orientations et des pratiques, et pourquoi pas des conditions de travail, avec la promotion du professionnalisme, de l'autonomie, et surtout une approche par l'usage, qui donne la place aux usagers, si vous préférez, ça n'a pas été possible, ni même, je crois, envisagé. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas permis de faire fonctionner de façon opérante l'outil SIAO en tant qu'instrument de gestion de l'offre et de la demande, mais pour autant, ça n'a pas été l'occasion d'initier de nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'hébergement, et ça n'a été ni un lieu de débat, ni un lieu de co-construction, ni un lieu d'innovation. Alors, autre lieu, autre temps, le GCS de la Loire. Donc, le groupement de coopération sociale de la Loire qui porte le SIAO a été créé en 2011 à l'initiative d'une quinzaine de structures associatives. Alors, moi, j'y suis intervenue en tant que directrice de transition en 2019-2020 à la suite d'une crise institutionnelle qui a conduit au départ simultané de la directrice, de l'administrateur et à l'exercice du droit de retrait puis à des arrêts maladie d'une grande partie du personnel. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise grave et surtout comment avons-nous rebondi? Premier point sur le plan organisationnel, on était sur un modèle quasi caricatural de système techno-administré avec un niveau de bureaucratisation élevé qui rendait la structure conforme, ceci étant. Donc, j'ai d'ailleurs lu une étude réalisée sur les SIAO de la région qui datait de l'année précédant la crise et qui plaçait le SIAO de la Loire en tête sur tous les critères et indicateurs de performance. En réalité,
on était sur une organisation dysfonctionnelle, à la fois sur le plan humain, la gestion des salariés qui était quand même catastrophique, sur le plan partenarial, avec des relations majoritairement dégradées, sur le plan de la prise en compte des usagers, mais j'y reviendrai, et c'est quand même à la suite d'une interpellation du préfet que la crise a eu lieu. Alors, si vous m'y autorisez, je saisis l'occasion pour faire juste une petite parenthèse, qui n'en est pas une, tant ça me paraît être un point nodal de l'évolution des institutions sociales, celle de la place des usagers. J'y reviendrai sur la gouvernance, mais que dire de l'impensé sur la participation des usagers dans la gestion même de leurs demandes? Deux éléments. J'ai été estomaquée de constater que le logiciel SI-SIAO ne prévoit pas de place pour l'expression de la demande par la personne elle-même. Il n'y a, après les classiques indications sur l'état civil et le parcours, que des préconisations. Donc, pas de formulation de la demande directement par la personne, juste la préconisation du premier travailleur social, du deuxième, voire du troisième. Alors, dans quelle autre circonstance, si ce n'est la tutelle, mais là c'est normal, un usager ne peut faire une demande sans un tiers? Autre élément, l'absence de recours formalisé quant à la décision d'orientation. J'ai mené une petite enquête sur la région Aura et j'ai constaté avec effroi qu'aucun SIAO n'avait organisé réellement de recours. C'est-à-dire au mieux une phrase sibylline, mais jamais de commission, par exemple, où les personnes pourraient être reçues, pas de formulaire, à peine d'informations sur les droits. Dans le meilleur des cas, on peut réétudier la demande transmise par un tiers, toujours. Hein. Enfin, en clair, la personne doit être bien contente déjà d'être hébergée ou logée. Là, on lui dit d'aller. Hein. Alors, peut-être que ça existe dans d'autres régions, moi, je suis preneur. Mais pour moi, c'est très signifiant de la difficulté à considérer l'usager comme partie prenante de l'organisation et de l'action que conduisent les structures. On est quand même loin de l'héritage de l'éducation populaire ou de l'ESS, de l'usager qui coopère pleinement à la délibération collective. Et on est même très loin des démarches, et là c'est un comble, de design par l'usage qui sont en vigueur désormais dans certains secteurs de l'économie de marché. Voilà. Alors, bon. Si je puis me permettre, au secours les amis de la chaire publique des politiques publiques de l'Université de Grenoble, ça c'était ma minute pub, pour dire que le travail remarquable qu'ils font sur cette question. Bon, je ferme la parenthèse, mais pour mieux revenir à cet enjeu de construction d'organisations coopératives qui réunirait l'ensemble des parties prenantes, y compris les usagers, dans des relations construites et équilibrées. C'est ce que nous avons expérimenté dans la Loire. Donc, je laisserai Fanny dire comment ça vit dans la réalité, mais je vais exposer juste comment nous avons essayé de le penser et de le co-construire. À la création du groupement, la structuration juridique a été pensée, pas la gouvernance. C'est-à-dire que les associations ont créé un groupement de coopération sociale, mais ils ont oublié de faire vivre et le groupement et la coopération. Ils se sont répartis les sièges suivant les bonnes vieilles habitudes de représentativité, espérant ainsi réellement agir, discutant même dans les statuts des questions d'équilibre des pouvoirs, de contre-pouvoirs, et pourtant, il n'y a pas eu d'alerte ou de réaction jusqu'à la crise. Redoutablement classique, si je puis me permettre. Donc, ma mission a consisté à aider à sortir de la crise en faisant un réel pas de côté, et j'ai donc essayé de soutenir un modèle matriciel plus souple qui remet en cause le tropisme de centralisation, mais qui était poussé à l'excès dans ce cas, au profit d'un modèle qui est sûrement plus complexe, mais qui mise sur la capacité collective à agir. Il y avait des administrateurs provisoires très impliqués qui ont réfléchi le modèle coopératif avec qui nous avons tenté de repenser la gouvernance et ça a été validé par les membres du GCS. Ça a été également l'occasion de renouer avec la DDCS un dialogue riche et de repenser les places réciproques, à la fois sur la recomposition du projet SIAO, les modalités d'intervention, mais aussi la création de nouveaux espaces de collaboration et même de rêver le territoire ligérien comme un territoire d'expérimentation et d'innovation sociale. Enfin, chemin faisant, on a tenté, mais le Covid a quand même un peu freiné nos ardeurs, de construire une culture commune partagée avec des outils d'intelligence collective fondés sur la confiance, la réciprocité, pour tenter d'élaborer un corpus commun qui serait la base d'une gouvernance plus équilibrée et surtout plus féconde. Alors, pas sûr que ça soit totalement gagné, Fanny le dira, mais on a essayé de sortir des habituelles réunions où il ne se décide rien d'autre que la position dominante. Alors, les SIAO, de mon point de vue, s'ils sont pensés comme méta-organisation, et j'insiste sur le terme, peuvent être les nouveaux espaces de co-construction de politique publique dans le secteur de la HI, matures et adaptés aux besoins des publics et assumés. Et je pense que si on veut faire vivre une véritable dynamique territoriale, ils sont sûrement les bons outils. Sous réserve de débureaucratiser ces organisations, d'assumer la complexité en arrêtant de produire des normes ou imposer des modèles, et sous condition de promouvoir le droit et la nécessité de délibérer, d'expérimenter, de faire vivre une connaissance pluraliste et d'admettre le principe de subsidiarité.
Alors évidemment, hein, ça impose pour tous un lâcher-prise. Je pense que pour les associations, d'une part, la revendication de leur indépendance et la peur d'être instrumentalisées, alors même qu'elles sont rattrapées par une pensée managérialiste, hein, ce sont les termes de Jean-Louis Laville, moi je les aime bien. Du côté des politiques publiques, le soupçon d'amateurisme à l'égard d'organisations qui sont pourtant devenues des prestataires plutôt conformes, la peur des idéologies et du politique qui empêcherait de construire un dialogue serein. Et je ne parle pas bien sûr de la peur commune qui est suscitée par la présence des publics qui seraient soit incapables, soit potentiellement dangereux. Moi, je crois pour ma part profondément que bâtir de véritables organisations coopératives est aujourd'hui un enjeu majeur parce que c'est une nouvelle conception du travail et un chemin vers la transition et que c'est indispensable dans cette période de grande mutation. Alors, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de plaquer des modèles, mais de produire des organisations qui tiennent compte de notre modèle mental, s'appuyer sur les professionnalismes et l'éthique, travailler les questions d'autonomie et d'interdépendance, revisiter les modes de management, mais avant tout, penser des gouvernances partagées, c'est-à-dire où on accepte la pluralité des points de vue, on renonce en contrepartie à une hiérarchisation entre les parties prenantes et on travaille le processus de décision. Voilà, les politiques publiques ne peuvent pas être exclusivement descendantes et les institutions sociales doivent être des espaces démocratiques. C'est pourquoi il faut oser des gouvernances, d'autres gouvernances. Pour résumer, il faut oser la coopération, oser la conflictualité, oser la participation. Oser la coopération, ce n'est pas du partenariat, c'est penser des relations d'équivalence, c'est construire des modalités de prise de décision, c'est se doter d'outils de la coopération, les outils numériques par exemple, hein, c'est se former en commun. Il faut oser la conflictualité. On a déjà essayé le travail social prescrit. Donc, il faudra bien confronter les différentes références théoriques pour recomposer une offre adaptée. Il faut faire se rencontrer les savoirs expérientiels et profanes, les savoirs professionnels et la recherche, les politiques, les institutionnels. Et enfin, il faut oser la participation, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'usager en tant que sujet politique et les situations qu'il vit comme des situations politiques. Ce sont des personnels titulaires de droit qui doivent exercer pleinement leur citoyenneté. Voilà, ma conclusion. J'ai évidemment la conviction que les SIAO sont des objets pertinents pour favoriser la transformation. Et je plaide évidemment pour que s'il y a des moyens à mettre sur les SIAO, on les ressente sur l'accompagnement à une gouvernance originale qui favorisera la coopération territoriale. Voilà, merci. Je laisse Fanny intervenir sur la suite de l'histoire. Merci Christine. Donc coopération, conflictualité, pluralité et participation, trois mots qui, je pense, reviendront dans le débat, dans le tour de table que nous aurons après. Mais tout de suite, effectivement, Fanny, vous qui vivez de l'intérieur cette structure qui vient de nous être décrite par Christine, concrètement, ces mots de coopération, de conflictualité, de participation, comment est-ce qu'ils se traduisent dans le quotidien ? Merci Christine. Alors au quotidien, d'abord, quand je suis arrivée, il s'agissait de comprendre d'abord le contexte et puis du coup, dans ce groupement, d'apporter du contenu, d'apporter du concret et de l'animer. Alors, on s'est d'abord posé une question collectivement hein, avec l'ensemble des associations du groupement et des salariés, des acteurs, des partenaires locaux. En gros, savoir quels étaient les objectifs et les attentes des uns et des autres. Donc, pour répondre à cette question, donc on en est au début. Hein, nous avons largement retravaillé l'organisation du groupement, initiée par Christine et les administrateurs, autant au niveau de l'organisation interne, en étant dans une logique plus collaborative et en écho avec l'animation du groupement, mais aussi par les projets qui font le lien entre la dynamique interne et externe et finalement une dynamique opérationnelle et stratégique. D'abord, donc, le GCS de la Loire est constitué par 13 associations du secteur AHI. Et donc, il est représenté par un comité de pilotage élu pour 2 ans et donc représenté par 6 personnes, donc 3 directeurs d'association et 3 administrateurs, et enfin par un administrateur général, donc Bernard Cobert. Et donc, la déclinaison opérationnelle du groupement, c'est le comité opérationnel qui est ouvert à l'ensemble des membres opérationnels du groupement, des membres salariés.
Donc ça, c'est un chemin qu'on respecte en fait dans un processus de communication et surtout pour travailler le consensus. Donc notre groupement de coopération sociale, il repose sur 3 grands principes. Le principe de co-construction qui est illustré par des groupes de travail, par le comité opérationnel et par le lien avec l'État et les collectivités. Par un principe de coordination, donc la coordination entre l'interne et l'externe, hein, la vie opérationnelle du SIAO et puis ce qui se passe autour, et puis l'animation du groupement. Et enfin, un principe de coopération, donc là, c'est vraiment mettre en synergie l'ensemble des acteurs à travers différents projets, donc des projets qu'on illustrera un petit peu plus tard, à travers des postes mutualisés et un gros projet, donc c'est notre projet de fonds mutualisé. Donc, l'expérimentation de ces 3 principes est actuellement en cours à travers la mise en place d'abord d'un observatoire global et départemental. C'est une expérimentation qui est aujourd'hui rendue possible grâce à l'appui du plan de lutte contre la pauvreté régionale, donc la région Haut-Rhin. Donc, son approche est double. C'est d'abord un observatoire qui introduit une dimension qualitative, mais pas uniquement. Il est centré sur la veille sociale et sur le secteur AHI, mais aussi sur l'ensemble des problématiques du domaine de la précarité qu'on va retrouver sur notre département, des problématiques qu'on va pouvoir objectiver, quel que soit leur cadre de référence. En lien avec cette démarche, le SIAO prend donc une autre dimension, il prend une dimension globale, mobile et pluridisciplinaire. Donc la crise institutionnelle qui a été évoquée par Christine nous a permis finalement de repartir à zéro, à partir de ce que l'on est en mesure d'interpréter, que ce soit les objectifs de la commande publique, mais aussi et surtout les besoins des associations membres du groupement qui s'investissent dans cette dynamique, les besoins de leurs partenaires et bien sûr les besoins des personnes concernées. Donc, nous avons un projet, le projet de fonds mutualisés. C'est une idée qui… donc, cette idée de conceptualiser un fonds mutualisé pour rendre fongibles plusieurs lignes de financement afin de développer des projets innovants et pluridisciplinaires au regard de notre observatoire. Ces projets pourront se travailler suite à la mise en place d'un état des lieux qui est actuellement en cours et d'un observatoire départemental évoqué précédemment en complémentarité de nos données quantitatives. C'est ce qui va faire le lien finalement entre le SIAO et son cadre réglementaire piloté par l'État, le groupement et le fonds mutualisé. L'idée du fonds mutualisé serait de l'alimenter par des sources de financement pluridisciplinaires, transversales. Plus concrètement, actuellement, nous avons déjà ciblé de grandes thématiques de travail collectif avec des groupes actifs et des perspectives de mise en œuvre qui se dessinent. Donc, les groupes sont bien sûr constitués des membres du groupement, mais de leurs partenaires et des représentants des différentes institutions concernées. Donc, le groupe de travail au sujet des jeunes de 16 à 25 ans avec une entrée logement, emploi, éventuellement santé, c'est une problématique cible dans notre département avec énormément de demandes et un public cible du fonds mutualisé puisque sur une phase expérimentale, cela dépendrait de plusieurs cadres institutionnels. Un groupe au sujet des personnes en souffrance psychique, hébergées au sein du GCS notamment, une problématique que l'on retrouve très largement également. D'autres thématiques sont également ciblées dans le cadre de l'animation du groupement, comme la question bien sûr de la participation des personnes concernées, la question des violences conjugales, la question des sortants de détention, des femmes, etc. Finalement, des thématiques que l'on cible sur mesure en fonction des besoins amenés par les membres de notre groupement, mais aussi des besoins repérés dans le cadre de l'observatoire, ou alors à la demande de nos partenaires publics. Donc, au niveau interne, le SIAO répond aux mêmes objectifs. Avec une logique opérationnelle, les salariés du SIAO, mes collègues, sont donc inscrits dans des groupes de travail par thématique qui travaillent au quotidien d'une manière transversale et choisie. Cette dynamique nous permet d'avancer avec des objectifs à court, moyen et long terme. Nous sommes finalement assez réactifs. La dimension collaborative du groupement permet d'être rapidement opérationnel sur des questions urgentes. Par exemple, sur le sujet des jeunes, mettre en place un micro-observatoire ciblé pour porter des projets et alimenter la réflexion. Ou alors, de manière beaucoup plus collective et concrète aujourd'hui, comment préparer la sortie de crise hivernale
en lien avec les services déconcentrés de l'État. À long terme, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour penser une mutualisation des moyens qui intégreront bien sûr l'État, les collectivités, les bailleurs, mais surtout les membres de notre groupement et les personnes concernées. Cette démarche qualitative est primordiale pour comprendre les territoires et apporter un éclairage, l'éclairage de l'observatoire au plus grand nombre. Notamment, j'y reviens aux collectivités, aux associations, aux citoyens, aux personnes, etc. Nous avons également mis en place un projet de mobilité. Moi, quand je suis arrivée au SIAO, j'ai été frappée de voir comme toute cette organisation était fermée. Et donc, la mise en place de la mobilité du SIAO et du 115 se fait avec l'appui de l'ensemble des acteurs de la veille sociale, mais aussi des partenaires médicaux notamment. Cela nous permet de repérer un public qui ne fait pas ou qui ne fait plus appel au SIAO ou au 115, pour différentes raisons que l'on a déjà évoquées cette semaine. Et il a pour objectif de limiter le non-recours, de rendre visible et de réfléchir à partir d'une observation de terrain. En complément de cette démarche de mobilité, nous travaillons à partir de différentes enquêtes. D'un côté, une enquête qui va se mettre en place sur l'habitat-refuge sur un territoire ciblé du département, notamment avec l'appui de la chaire des politiques sociales de Grenoble, et de l'autre, une méthode d'investigation territoriale pour décloisonner et investir sur un territoire de manière inclusive. Parce que le SIAO est peu présent à l'échelle départementale, il est plutôt représenté sur la métropole, l'agglomération stéphanoise et le Rouennais. Donc, dans ces démarches d'enquête, nous sommes appuyés par des chercheurs, par l'université et par la Fondation Abbé Pierre. Ces enquêtes, elles ont notamment vocation à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs d'un territoire sans oublier les personnes concernées. Donc, on est un peu décalé par rapport à l'animation du groupement, mais ça va nourrir aussi nos réflexions. Concernant la gestion opérationnelle du SIAO et la place de l'État, eh ben, aujourd'hui, nous avançons en toute transparence vis-à-vis de celui-ci. Finalement, l'indépendance du groupement ne s'oppose pas à un pilotage du SIAO par l'État. On a bien vu pendant la crise que l'État aurait pu davantage prendre le contrôle, mais finalement non. Nos interlocuteurs saisissent le GCS ou le SIAO au bon endroit. Aujourd'hui, nous nous sollicitons d'ailleurs de concert pour avancer par rapport aux objectifs locaux. Voilà. Enfin, le GCS nous permet de porter d'autres projets en complémentarité avec l'activité du SIAO, mais bien sûr avec plus d'autonomie. Et ça, c'est une volonté. C'est l'objet du fonds mutualisé. Je tiens à préciser d'ailleurs que notre convention constitutive indique que le groupement ne peut pas se substituer à l'activité des membres. Donc, les actions qui sont mises en place le sont en complémentarité et pas en substitution ou en concurrence. Et donc, à titre d'exemple, de manière très concrète, nous avons demandé à l'État de participer à nos commissions d'orientation sans craindre de l'ingérence aujourd'hui. La pluralité des acteurs et de leur place institutionnelle est justement une richesse pour ce type d'instance. Et donc, c'est le message, les messages qui sont portés ne sont pas les mêmes selon qui les portent, selon leur place. Et c'est naturel que la prochaine étape est bien sûr la question de la participation des représentants des personnes concernées et donc l'instance de recours. Donc ça, c'est un chantier. Et donc, j'ai presque fini. À l'échelle des territoires, il s'agit bien des personnes qui font vivre le secteur, qu'ils soient État ou associatifs. C'est pour ça que le groupement représente aussi un garde-fou justement par son modèle juridique. J'ai une dernière chose à dire. Notre dynamique, en fait, nous semble cohérente à condition de la mener au bon rythme. Et là, nous avons encore quelques interrogations. En fait, il est évident que la démarche du GCS doit totalement s'inscrire dans une démarche globale en lien avec les collectivités et les services déconcentrés de l'État. Par contre, aujourd'hui, c'est bien le plan de lutte contre la pauvreté qui nous permet d'expérimenter et de construire un SIAO qui est conforme aux attentes des politiques publiques et aux attentes des personnes de terrain. Par contre, comment on va pouvoir pérenniser ces expérimentations qui nous paraissent positives quels sont les moyens mis en place dans des territoires qui ne sont pas, pour le coup, le territoire de la Loire, un territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, pour aller vers des objectifs de collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs locaux.
Merci Fanny, beaucoup de choses on voit dans les missions qui vous sont confiées, des missions très variées qui vont des missions classiques, mais des missions d'observation, des missions de fonds mutualisés. Tout ça nous permet de faire le lien aussi sur les politiques publiques et donc de passer la parole à Sylvain Mathieu. Sylvain, vous vous êtes vu confier la mission de construire un service public de la rue au logement au sein de ce travail que vous menez. Quelle est la place des SIAO? Quelle est votre ambition pour les SIAO finalement? Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'en profite d'abord pour remercier Florent Guyot et Aurore parce que ça ne se voit pas, mais je suis à Aurore parce que il n'y avait pas de réseau en fait à la Grande Arche. On a des problèmes de serveur, donc il m'a fallu me rapatrier très vite à Aurore. Mais on n'est pas dans le même bureau, c'est pour ça qu'on ne porte pas de masque. Chacun j'ai tout. L'indépendance est préservée, l'indépendance d'Aurore est bien préservée de l'intervention de l'État. Non, plus concrètement, et pour répondre à la question, je pense que la semaine, elle n'est pas finie, mais j'ai suivi un certain nombre de discussions et puis là, les différentes interventions. C'est clair qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse le SIAO est un outil aujourd'hui installé, c'est un outil vraiment formidable sur la question de la coordination et de la régulation et qu'il faut bâtir là-dessus. Et le service public de la rue au logement, c'est vraiment typiquement et très clairement faire du SIAO la clé de voûte de ce service public. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Le projet, il est bien de conforter, de développer, d'appuyer encore plus fortement le SIAO. Et dans l'esprit du service public de la rue au logement, il faut évidemment parler partenariat. Moi, j'étais assez sensible aux différentes interventions, et en particulier à celle de Christine Vigne, et puis les différents exemples qui ont été donnés. À partir du moment où on est sur la question de la rue au logement, forcément, on est sur des questions croisées. Il ne s'agit pas que de la compétence de l'État, il s'agit des collectivités territoriales en termes d'accompagnement, il s'agit des bailleurs, il s'agit des associations, il s'agit aussi des personnes hébergées. Donc, il y a là très clairement une nécessité d'avoir l'expression de cette responsabilité partagée. C'est clairement une responsabilité partagée. Alors, il y a évidemment dans le cadre de ce développement, si on veut que les SIAO soient bien un lieu où l'ensemble des parties prenantes, en fait, s'organisent pour justement avoir cette co-construction qui était évoquée, pour que chacun, dans le cadre de ses compétences, puisse aussi mobiliser ses ressources vers un objectif commun, il y a clairement le souhait que tous les acteurs que j'ai cités, ils participent de ce mouvement. Enfin, il y a une logique, il y a une cohérence. Sinon, on va très clairement rester dans quelque chose de très classique, même, j'oserais dire, de très conservateur, où les uns les autres se regardent et vérifient de temps en temps ce qui se passe. Non, moi, je souhaite des acteurs engagés. Voilà, des acteurs qui assument leurs compétences. Et s'il y a cette question de mise en œuvre des politiques publiques, très clairement, il faut trouver les espaces de co-construction. Et l'espace de co-construction tout trouvé, c'est le SIAO. Donc, il y a une question, évidemment, qui se pose de la gouvernance, de comment on met l'ensemble de ces acteurs dans la capacité à agir sur cette politique publique et à mobiliser leurs moyens. Alors, c'est clair que ça implique plusieurs choses. D'abord, si on veut que le SIAO soit une clé de voûte de l'ensemble du service public de la rue au logement au niveau territorial, il y a une question de moyens, très clairement. Il faut augmenter les moyens des SIAO. Moi, je n'ai aucune difficulté à le dire. On a commencé avec le renforcement à 150 ETP, équivalent temps plein, pardon, qui sont venus vers les SIAO, et ce n'est pas assez. Ce mouvement, il faut le poursuivre. Bon. Deuxièmement,
il y a évidemment la nécessité que les différents partenaires amènent leurs capacités, mais surtout se coordonnent. On parlait tout à l'heure de plateformes. Ben, beaucoup de ces parties prenantes interviennent en accompagnement. Donc, si on veut à la fois organiser le Fonds Solidarité Logement, l'accompagnement vers dans le logement, la VDL, les interventions des CCS, les soutiens sociaux qui sont ceux des bailleurs, évidemment l'action des associations, mais aussi l'action d'accompagnement réalisée par les différents centres d'hébergement dans le cadre de l'insertion, et tout ça aussi évidemment croisé à une vraie analyse des besoins partagés, y compris avec les personnes hébergées, ça suppose qu'on puisse trouver aussi les moyens de mettre les choses en commun. Alors, c'est un chemin très difficile, j'ai bien entendu le fonds mutualisé. C'est un chemin compliqué parce que chacun veut planter son petit drapeau sur son action. On est la France quand même, donc on intervient avec de très nombreuses compétences croisées. Mais enfin, il doit y avoir une possibilité d'arriver à s'organiser pour que les choses soient les plus performantes possibles au service des personnes sans abri, de l'insertion des personnes hébergées et de leur accès au logement. Donc, c'est clair qu'il y a un travail autour de ce partenariat et pour la mise en œuvre de toutes ces compétences, c'est la raison pour laquelle je pense que les statuts doivent évoluer. En tout cas, il doit y avoir une réflexion approfondie sur cette gouvernance. Alors, si on poursuit ce cheminement-là, il y a une question que tout le monde se pose et qui transparaît sur les différentes interventions, c'est sur la place de l'État au sein de cette gouvernance. On a même pu entendre que parfois il y avait une forme de présence forte, pour ne pas dire d'ingérence, en tout cas. Le mot ingérence a été prononcé, ouais. D'ailleurs, pas que négativement à un moment donné. Ouais. Et donc, cette place de l'État, quelle est la vision sur le sujet? Non, mais il y a beaucoup de confusion. Enfin, sincèrement, je pense qu'il y a énormément de confusion sur la place de l'État. L'État, à 99%, finance les SIAO. Bon. Donc, on ne peut pas passer à côté de cette question d'organiser les choses. Deuxièmement, l'État, il est le représentant aussi de tout le monde d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est lui qui fait vivre le cadre démocratique de ce qui a été décidé. Il y a des lois, il y a des règlements, il y a un certain nombre de choses et l'État, normalement, est garant. Et il peut être interpellé quand il fait des pas de côté, il y a des capacités de contentieux, de recours juridiques. Les associations s'en privent pas, elles ne gagnent pas tout le temps d'ailleurs. Donc, on est dans un état de droit, tout simplement. Enfin, il y a une vraie possibilité. Par contre, ce serait une erreur fondamentale que l'État soit dans une sorte d'action monopolistique au sein des SIAO. On passerait complètement à côté de l'idée de partenariat que je défends. Donc, moi, je pense que l'État, il a évidemment sa place dedans. Il y a, aux côtés des autres partenaires, dans la mobilisation de ses compétences. Et je dirais même que je pense qu'aujourd'hui, la situation, en termes d'ingérence, elle est beaucoup plus floue et opaque que ce qui pourrait être proposé à travers un partenariat clair où l'ensemble des uns et des autres sont dans une gouvernance qui est posée. Moi, je pense très sincèrement que le fait que l'État, les collectivités territoriales, les bailleurs, les personnes, et puis voilà, toutes celles et ceux qui ont affaire avec ça, soit dans une gouvernance des SIAO, à partir du moment où on parle de service public de la rue au logement, à partir du moment où on sait que le SIAO, il est au centre de l'ensemble de ses missions, eh bien, c'est plutôt, me semble-t-il, un gage de partage, d'implication et de transparence de l'action qui est celle des SIAO. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ce qui est le pilotage général des missions du SIAO, qui relève des instances du SIAO, et ce qui est le traitement des dossiers individuels. Là, à ce moment-là, il y aurait effectivement une ingérence en plus assez improductive.
Mais il me semble qu'il faut qu'on trouve des statuts sur le sujet. Moi, je l'ai dit, je suis assez favorable à ce que les SIAO se transforment à la fois comme groupement d'intérêt public ou groupement de coopération sociale et médico-sociale. Mais en même temps, la discussion, elle est ouverte, sincèrement. C'est-à-dire qu'il faut trouver, de mon point de vue, les moyens de faire participer ces différentes parties prenantes à la gouvernance des SIAO. Franchement, c'est un élément de mobilisation. C'est un élément de meilleure réponse pour les personnes qui sont en difficulté, de façon à mouiller tout le monde dans cette responsabilité partagée. C'est une évidence. Bon. Et de trouver, encore une fois, les voies et moyens que l'indépendance du travail social, elle soit respectée. Encore une fois, moi, je suis ouvert, et en particulier, vous le savez, les services publics de la relogement, c'est aussi très territorialisé comme politique. Il ne s'agit pas de penser de Paris à quelque chose qui serait complètement organisé de A à Z. L'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, il est de faire vivre le partenariat et de trouver les voies et moyens justement pour que ça soit très clair pour tout le monde et que les missions soient exercées le mieux possible. Donc, sur le modèle juridique, je comprends qu'il y a à ce stade deux options privilégiées, comme vous venez de le dire, le GIP ou le groupement de coopération. Ce sera peut-être intéressant d'y revenir. Il y a eu quelques questions sur le sujet et je vois qu'il y a des questions qui sont posées dans le chat sur les moyens de deux ordres. La première, c'est sur les conventions avec l'État qui sont généralement de 3 ans. Est-ce que cette durée fait partie des sujets sur lesquels il y a une réflexion pour se donner de la visibilité? C'est la première question sur les moyens. Et la deuxième question sur les moyens, c'est sur les fameux 150 ETP qui viennent d'être évoqués. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment est-ce qu'ils seront répartis? Alors, et je vais me permettre, Florian, de répondre à une question que j'ai vue aussi passer, qui est quand vous dites que l'État finance près de 99% des SIAO, évoquez-vous la DIAL et la DGCS, ou les deux, la DGCS, la DIAL et les services déconcentrés de l'État sont l'État. Donc, j'évoque tout ce panel-là. La question sur la visibilité, elle est essentielle. Elle est essentielle. Très clairement, à partir du moment où il y a une transformation, moi, je souhaite une visibilité sur long terme. Long terme. 2-3 ans, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire s'installer clairement dans une idée de service public. Je fais une parenthèse tout de suite pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne pense pas qu'il soit vraiment utile et pertinent d'aller vers des délégations de service public. On complexifierait énormément les choses. Mais par contre, l'idée de service public, elle contient l'idée d'action volontaire qui rassemble l'ensemble des compétences, de nécessité aussi, d'obligation qu'on se donne, et puis de pérennité. Et donc, de capacité à organiser les choses dans la durée et que, justement, les SIAO soient capables de penser dans le cadre général qui est défini par cette gouvernance, par justement le cadre législatif et réglementaire et puis les questions territoriales, qu'il puisse projeter sa stratégie dans l'ensemble. Et puis, je pense sincèrement que cette question de partenariat et la qualité de réponse, elle va de pair avec la confiance qui est posée entre les acteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il faut trouver les espaces de co-construction, de discussion et la visibilité dans l'avenir. Alors, sur les 150 ETP, c'était quoi la question, pardon, Florian? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'ils sont répartis, tout simplement? Oui, on sait, mais alors, je ne vais pas prendre les quelques minutes qui me restent pour décrire dans l'ensemble. Sachez simplement que, effectivement, ça s'est réalisé dans le cadre d'une discussion avec les directions régionales cohésion sociale et avec les directions départementales impliquées. Donc, le travail s'est fait au sein des services de l'État avec l'État central et évidemment en discussion, je pense, avec un certain nombre de SIAO qui étaient particulièrement en difficulté. Mais je répète, pour moi, ce n'est pas encore à la maille. Il faut poursuivre. Merci Sylvain. Peut-être pour lancer
le débat sur ce qui vient d'être dit, repasser la parole à Christine, puisqu'il y a eu deux expériences, l'une avec un GIP, une autre avec un GCS, qui sont aussi les deux fils que vient de proposer Sylvain sur les idées qu'il a, mais tout en restant ouvert à d'autres. Est-ce qu'au final, il y a un modèle qui marche plus qu'un autre? Est-ce que cette question a du sens et est-ce qu'on a un peu de retour sur le sujet, voire même d'autres modèles? Alors, moi, j'ai une position là-dessus, c'est-à-dire que la question, ce n'est pas la question juridique, ce n'est pas la question du statut, qu'il soit GIP ou qu'il soit GCSMS. Moi, les deux expériences que j'ai eues, elles étaient intéressantes à un endroit, c'est qu'elles permettaient effectivement, ce que dit Sylvain Mathieu, finalement ce regroupement des différents acteurs, on les met autour de la table. La difficulté aujourd'hui, c'est comment on les met autour de la table. C'est-à-dire que ce n'est pas tant de savoir qu'on est sur un statut juridique qui le permet, c'est aussi de se donner les moyens réellement, je veux dire, d'accompagner des démarches de transformation, je veux dire, pour que les gens arrivent à travailler ensemble. L'intelligence collective, je l'ai entendue partout. Dans la réalité, l'intelligence collective, je suis désolée, ça passe par de la formation en commun, ça passe par une acculturation, c'est du temps. Et moi, il me semble que s'il y a des moyens à mettre quelque part, c'est là. Ce n'est pas forcément, je veux dire, dans la structuration juridique. J'imagine bien que sur des territoires ruraux, les questions ne se posent pas de la même manière que sur des grosses agglomérations comme à Lyon ou même comme à Saint-Étienne. Donc, forcément, je veux dire, les enjeux de territoire sont importants. Voilà, moi, je ne plaide que pour ça, c'est-à-dire que pour on puisse accompagner ces co-constructions avec les moyens qui sont à cet endroit-là et pas sur les aspects juridiques. Merci. Est-ce que nous pouvons revenir, je pose la question à tout le monde, sur la question des missions et de la place des personnes accueillies? Ça a été beaucoup évoqué dans les interventions des uns et des autres, tant sur leur capacité d'exprimer aussi leurs souhaits à travers les structures qui leur sont données. Et je vois qu'il y a une question dans le chat qui est de dire, au final, qui est décisionnaire sur l'admission d'une personne au sein de l'hébergement d'insertion ou du logement accompagné? Est-ce que cette décision, qui est décisionnaire là-dedans? C'est le SIAO, c'est les structures, c'est d'autres, sachant que l'accueil inconditionnel est un chapeau qui gouverne l'ensemble de ces politiques publiques. Y a-t-il une position des uns et des autres sur le sujet? Vanessa, est-ce que cette place des personnes accueillies au sein d'un GIP, qui est donc une structure très particulière, sachant que le SAMU social a aussi bien d'autres actions, est-ce qu'on sait répondre à cette question? Sur la place des personnes accueillies, pardon, je croyais que la question elle était sur qui décide de l'admission. Qui décide au final? Oui, alors aujourd'hui, le système, mais ça, les collègues le confirmeront, hein, les textes, c'est que le SIAO oriente vers une place, une personne, et la structure doit justifier si elle est amenée à refuser. Donc moi, je pense que le plus important, c'est lorsqu'il y a refus, de vérifier, de retravailler les motifs de refus avec la structure. Soit effectivement, on a mal orienté parce qu'on n'avait pas compris, il peut y avoir des choses très concrètes qui font que ça n'était pas une bonne orientation, soit il existe du côté de la structure des réserves, des malentendus, des choses qui n'ont pas été bien explicitées. Et moi, je constate après 10 ans de SIAO à Paris qu'on a infiniment moins de refus de la part des structures et donc on a beaucoup amélioré ça. Et c'est exactement ce qu'on disait sur l'acculturation, les gens se connaissent, les régulateurs du SIAO connaissent les structures, ils se rendent dans les structures, ils connaissent aussi les prescripteurs, donc ils ont aussi permis de faire avancer la qualité des orientations qui ont été émises par les prescripteurs. Tout ce travail-là, c'est effectivement un travail de lien, de connaissance mutuelle, c'est un travail qui prend du temps et je pense que ça permet des orientations de meilleure qualité et qu'on est un peu sorti d'une forme de quant à soi qui a pu exister, de j'ai mon projet social, voilà, je trie entre guillemets les personnes que j'accepte. Voilà, je pense qu'on en est vraiment plus du tout là, le SIAO a permis d'accomplir ce progrès-là. Après, il y a aussi des refus qui sont de la part des personnes accompagnées et donc ça, c'est effectivement déroutant pour tout le
monde. La personne, voilà, on a l'impression d'avoir bien fait le boulot, la personne, elle était prioritaire, on lui a trouvé une place, elle arrive et elle dit « je ne veux pas y aller ». Et là, ça aussi, il faut vraiment qu'on le regarde. Moi, je défends l'idée que les personnes sont légitimes à refuser une orientation qui ne leur convient pas, et c'est aussi à nous d'entendre ce qu'elles nous disent là-dessus. Et à Paris, les grands motifs de refus sont connus. Je ne veux pas aller dans une structure collective, je ne veux pas aller dans une structure où je ne pourrais pas me faire à manger, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui interrogent directement notre offre de service, la prestation que nous proposons. Et là, je réponds globalement, ce n'est pas le SIAO, ce n'est pas l'opérateur, ce n'est même pas les services de l'État ou la collectivité. On porte une responsabilité collective sur la prestation qu'on propose et c'est collectivement qu'on doit la faire évoluer. Et ces refus nous apprennent ça aussi. Merci Vanessa. Je propose de revenir peut-être sur la question de la mise en œuvre du service public de la rue au logement. Y a-t-il une durée de mise en œuvre pour la vision du DSIAO qui nous a été proposée par Sylvain? Au final, la vision qui nous est donnée, combien de temps pour arriver à la mettre en œuvre? Je sens que la question s'adresse à moi. Elle s'adresse effectivement à Sylvain. D'abord, cette évolution partenariale, il n'est pas question de la construire dans la précipitation et voire même dans une forme de volonté d'aller vite pour être très clairement dans la réalisation du service public de la rue logement. Alors, le service public de la rue logement, c'est quand même beaucoup plus de choses que ça. Hein. C'est évidemment un cadre d'action pour la mise en œuvre du logement d'abord. Hein. C'est le cadre d'action pour la mise en œuvre du principe. Et c'est une gouvernance. C'est une gouvernance qui doit être autour de ce projet et cohérente sur l'ensemble de la chaîne. Fondamentalement, c'est ça, c'est optimiser, travailler à ce que la réponse collective soit la meilleure possible dans le cadre de nos missions et dans le cadre des capacités qu'on a à agir sur le terrain. Alors, combien de temps? Bon, de toute façon, il faut qu'on discute. Hein. Voilà. Il faut qu'on discute. Il y a quand même beaucoup de monde à rassembler. Il faut travailler les évolutions. C'est aussi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, des politiques territorialisées. Donc, il ne s'agit pas de construire une sorte de modèle absolu qui devrait être nécessairement plaqué sur la situation locale. C'est le contraire. Non, c'est beaucoup plus la question de l'organisation de ce cadre. Donc, moi, je pense ouvrir les discussions avec les principales fédérations et les associations dans le courant de l'année 2021. Voilà, pour poser le cadre et voir comment tout cela peut se faire, pour construire aussi le chemin de transformation, dont je répète encore une fois qu'il est d'abord celui de la mise en œuvre du partenariat. Hein. C'est-à-dire que je l'ai dit, hein, je pense que dans les grandes métropoles, le groupement d'intérêt public, il a souvent du sens. Après, il faut voir. Hein, le GCSMS, qui est une forme de GIP plus souple, on peut le présenter comme ça. Il a des intérêts sur aussi d'autres territoires, mais pourquoi pas aussi dans des endroits où il est intéressant de rassembler les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on a envie de faire localement. Je suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas fermé à d'autres types d'organisations. Pour moi, ce qui compte, c'est, je suis très pragmatique. La question, c'est celle de l'objectif à réaliser et du rassemblement des énergies autour de ces missions-là. Donc, voilà, discutons ensemble, et c'est ce qui va s'ouvrir en 2021, au moins 2021, pour voir comment on crée le changement et l'accompagnement au changement là-dessus, là où il y en a besoin. C'est ça l'idée. Et donc, je ne réponds pas complètement à une question de calendrier, je réponds beaucoup plus sur une question à la fois de vision générale et également de début des discussions. Après, il faudra
qu'on retrousse nos manches, parce qu'au final, c'est quand même bien l'efficacité de nos missions et de services publics pour les personnes qui comptent. Bien sûr. Nous avons parlé de la place de l'État. Nous avons parlé de la place des personnes accueillies, sachant qu'on voit que c'est un sujet qui nécessite probablement du travail encore à la fois de réflexion et d'outils pour voir comment les intégrer sur l'ensemble des structures. La place des collectivités locales, est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'il y a lieu d'en parler? Et je vous donne un exemple auquel j'ai pu assister récemment d'un maire qui disait qu'il avait beaucoup de logements sociaux dans sa commune, bien au-delà des quotas SRU, qu'il avait aussi des personnes qui étaient en difficulté, qui étaient à la rue, mais qu'il se voyait en difficulté avec la compréhension du fonctionnement global, puisque le SIAO orientait des publics dans sa commune, mais sans que ce soit nécessairement pris en compte les publics à la rue déjà dans sa propre commune à lui. C'est une question qui est en fait assez courante quand on rencontre des maires. Et donc cette place des collectivités locales, comment est-ce que les uns et les autres, vous la percevez dans vos organisations? Françoise ou Fanny au quotidien. Fanny, au quotidien, comment est-ce que cette place des colocs, elle est prise? Alors, nous, au quotidien, elle n'est pas totalement prise aujourd'hui parce que c'est vraiment au travail aujourd'hui, mais c'est un enjeu très important. Effectivement, on constate une méconnaissance de l'utilisation du SIAO et du coup, on suppose sur un certain nombre de territoires dans notre département un non-recours au droit important. Le département de la Loire, on le sait, c'est un département qui n'est pas très riche et on a notamment une vallée qui montre, enfin, qui indique une très, très grande précarité. Et du coup, le travail qu'on mène justement aujourd'hui d'enquête font qu'on commence à être en contact avec des maires, notamment, où on va pouvoir commencer à mettre au travail des actions de partenariat. Mais il faut aussi qu'on puisse s'adapter parce qu'on a finalement une habitude d'utilisation du SIAO au sein d'un même secteur. Et c'est pour ça que je parlais aussi d'un observatoire plus large qui va nous permettre de considérer aussi les problématiques de la précarité qu'on n'identifie pas encore aujourd'hui. Et notamment des zones de montagne et des zones rurales. Et bon, les vallées aussi. Hein. Mais voilà, c'est actuellement au travail, mais c'est un véritable enjeu parce que ça fait du périmètre départemental au-delà de celui de notre secteur habituel. Et dans le Morbihan, Françoise, il y a des spécificités là-dessus? Alors peut-être expérience du coup là dans le cadre du logement d'abord, donc cette équipe mobile dont je vous parlais tout à l'heure, qui effectivement dans un premier temps a pris contact avec l'ensemble des collectivités territoriales hein, de la Com d'Aglo. Donc aujourd'hui, je dirais, on est repéré, connu et on va vers. Et voilà, donc SIAO, est-ce qu'il faut les SIAO et une capacité à aller vers? Moi, aujourd'hui, je pense de plus en plus pour effectivement répondre à l'ensemble des partenaires sur des situations. Et voilà, ça permet la connaissance mutuelle. Et quand chacun sera sensibilisé sur l'ensemble des territoires à ce genre de situation et aura repéré qu'ils peuvent appeler le SIAO, l'équipe mobile, et bien effectivement, on aura de moins en moins de personnes qui ne font pas recours à nos dispositifs. Voilà notre expérience sur l'Orient. Merci. Alors, je reviens sur une question plus technique qui a été posée. Oui, Sylvain, pardon, Sylvain. Pardon, je voudrais juste apporter un complément qui est important que j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'exprimer. Lorsqu'on avait lancé le premier appel à manifestation d'intérêt avec 23 territoires qui se sont engagés, bon, c'était déjà très clairement la manifestation de l'implication des collectivités territoriales dans l'ensemble de ces questions. Le deuxième appel à manifestation d'intérêt, maintenant, regroupe 46 territoires, 32% de la population française, tout de même, et à peu près, je pense, 80 à 90% des sujets sur notre thème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut poursuivre ce mouvement.
C'est-à-dire qu'il y a des vraies compétences d'accompagnement, des capacités financières aussi des uns et des autres qu'ils exercent quotidiennement. Le sujet est celui de la coordination, de la coopération autour de ces questions. Et donc, je pense que les collectivités le comprennent de mieux en mieux. Et la question du logement d'abord, avec tous ces éléments de mise en œuvre, elle est aujourd'hui bien comprise et elle transcende complètement les clivages politiques. Dans ces 46 territoires, il y a aujourd'hui tout le monde. Donc, à peu près. Et donc, c'est clair qu'on est bien sur la base d'une politique publique qui est acceptée aujourd'hui et qui est territorialisée. Donc, il faut poursuivre ce mouvement, très clairement, mais il me semble que la dynamique, elle est enclenchée, celle de la participation des collectivités territoriales à ces questions. Merci. Je reviens sur la question. Il y a un mot qui a été prononcé, je crois, par Vanessa, qui était la question du décloisonnement. Est-ce que dans les modèles qui existent, dans les modèles de gouvernance, il y en a un ou plusieurs qui facilitent aussi les échanges avec d'autres secteurs, et je pense au médico-social, pour arriver à mieux proposer des parcours adaptés aux personnes accueillies, et notamment en faisant le lien entre le social et le médico-social. Vanessa, peut-être sur ce sujet ? Oui, juste pour parler d'une expérience qu'on a menée autour de l'accès des personnes âgées en fait aux structures de grand âge. Donc là, on est vraiment à la frontière entre le social, les personnes sont hébergées, elles sont en situation d'exclusion, et le grand âge, elles auraient besoin d'un accès à une résidence autonomie, à un EHPAD. Et ce qu'on a vu, c'est que en fait, c'est des secteurs qui connaissent très bien leur métier, connaissent très bien leur public aujourd'hui et ont du mal à imaginer l'aval ou l'amont. Et donc, c'est vraiment toute la question de comment est-ce que si je suis une structure qui accompagne des personnes en situation d'exclusion, je suis capable de les projeter dans un autre environnement et de les accompagner dans un établissement pour personnes âgées. Et comment, si je suis un professionnel d'un établissement pour personnes âgées, je suis capable de ne pas avoir une représentation un peu figée des publics, d'adapter à la marge ou peut-être pas complètement à la marge, mes modalités d'accueil pour qu'elles trouvent leur place aussi. Et en fait, ce travail-là, moi, je pense qu'il se fait d'abord dans des partenariats concrets, dans le fait d'essayer. Et donc, là en fait, la modalité de gouvernance, mais je ne sais pas si c'est une modalité de gouvernance, c'est plus une modalité de travail en commun. Comment est-ce qu'ensemble, on pose un diagnostic partagé? Comment est-ce qu'ensemble, donc le diagnostic, là, c'est les gens qui sont en situation d'exclusion, ils ont plus de mal à aller dans les structures du grand âge. Comment est-ce qu'ensemble, on se fixe des objectifs? On aimerait que ce soit plus simple et qu'elles puissent être intégrées dans de bonnes conditions et s'y épanouir comme les autres personnes. Et ensuite, comment est-ce qu'on mène des actions un peu expérimentales? On essaye des choses. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête et on essaye autre chose. Et là, pour vous donner un petit exemple concret, une des choses qu'on a essayé, c'est qu'on a fait se rencontrer des personnes âgées d'une structure du grand âge avec des personnes âgées en situation d'exclusion, en fait, pour qu'elles se disent l'une et l'autre, voilà, c'est comme ça dans ma résidence autonomie, mais si on a son propre logement, mais si on peut se rencontrer, non, ça ne ressemble pas à un centre d'hébergement, pour dire les choses vite. Et on a levé beaucoup d'incompréhension comme ça. Voilà, donc c'est plus une méthode de travail que, voilà, je ne sais pas si c'est exactement de la gouvernance, mais en tout cas, c'est un exemple qui peut fonctionner. Christine, je vous vois sourire sur les propos de Vanessa. Selon vous, les ponts entre le social et le médico-social, le SIAO a-t-il son rôle à jouer là-dedans? Pardon, je n'avais pas activé le micro. Oui, alors moi, je suis absolument convaincue de ça. Le décloisonnement, le croisement, il doit se faire à tous les endroits. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération où j'ai connu les DAS et où effectivement ce lien, j'y reviens, je ne suis pas passéiste, j'y reviens pas comme quelque chose qui était forcément si bien que ça, mais c'est vrai que ce lien quand même social, sanitaire, c'était un lien qui était plus fonctionnel et qui, je pense que le fait aussi qu'aujourd'hui, il y ait dans les SIAO énormément de public, on a quand même géré de l'urgence
prioritairement, gérer des stocks, gérer du flux. Enfin, c'est ça hein, qui s'est passé quand même. Et donc, toutes ces dimensions-là là, dont j'entends parler et qui sont dans la dentelle, bien sûr qu'il faut les reprendre. Bien sûr que c'est fondamental et que c'est ce qui va faire évoluer l'offre de services. Et moi, je ne peux que plaider pour que, quelles que soient les modalités, encore une fois, il y ait des lieux de croisement, que ça soit… Alors, le SIAO, ça peut être cet objet-là, hein, qui permettent ces rencontres, voilà, une initiative entre différents types d'hébergement, ben, c'est aussi une manière de décloisonner. Enfin, toutes ces initiatives-là, elles sont absolument fondamentales. Je veux juste revenir sur quelque chose, parce que c'est quand même en lien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question aussi du recours des publics. Parce que moi, il me semble quand même que ces questions, elles avanceront aussi si on fait avancer la question du droit des publics. Or, on voit bien quand même que c'est une question qui est toujours un peu mise de côté. C'est-à-dire, oui, on va faire rentrer des usagers, mais un petit peu, mais ceux qui sont prêts, mais pas tout à fait. Et tant qu'on n'aura pas aussi une vraie réflexion sur la question du recours, parce que c'est ça qui fait avancer, la question des droits et du recours, donc, eh bien, je pense que du coup, on n'arrivera pas réellement à avancer sur l'amélioration de l'offre jusqu'au bout. Voilà, et donc ça aussi, ça nécessite de l'accompagnement, ça nécessite des rencontres. C'est ce que j'évoquais quand je disais il faut oser la conflictualité, il faut oser ces rencontres-là. Et en plus, tous ceux qui l'ont essayé, enfin moi j'ai essayé il y a quelques années dans une structure d'hébergement d'organiser une commission de recours. J'ai été assez fascinée par ce que ça produisait, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement intéressantes et pour les professionnels, et pour les usagers, et pour l'institution elle-même. Donc voilà, je pense qu'il faut oser, ça fait partie des éléments importants. Merci Christine. L'heure tourne. Je propose de prendre une dernière question qui est très tournée autour du sujet qui nous anime tous dans le secteur, qui est le sujet de l'inconditionnalité de l'accueil. Et donc, cette question fait le lien avec la place de l'État dans la gouvernance des SIAO et revient sur des épisodes précédents qui étaient la question sur la transmission parfois de données individuelles ou sur des phénomènes qui, je le comprends, ont pu avoir lieu dans quelques territoires ou de sentiments de sélection de public à l'entrée. En gros, comment est-ce qu'on arrive à trouver les formes qui permettent de garantir cette conditionnalité de l'accueil? Est-ce que c'est un sujet de réflexion à avoir en lien avec notre débat sur la gouvernance et les structures juridiques? Je veux bien donner quelques éléments, mais j'ai déjà d'une certaine manière répondu à cette question. C'est le fait d'être ensemble et en partenariat qui aboutira justement à ce que ces questions, elles ne puissent pas être passées sous le tapis. Voilà. Enfin, très clairement, à partir du moment où on a une gouvernance qui est claire, c'est précisément l'assurance que ça puisse être posé sur la table. Il y a, on le sait bien, un certain nombre de contraintes, notamment en termes de places d'hébergement et autres, ou de capacité à assurer la fluidité. Le sujet, c'est de les aborder collectivement. Et de mon poste d'observation, ce que j'ai pu voir, c'est que, notamment, hein, il n'y a pas de statut, ça a été dit un peu d'ailleurs par les uns et par les autres, il n'y a pas de statut qui protège absolument voilà, qui préserve totalement l'indépendance, qui préserve l'autonomie ou qui aboutit à ce que forcément il y ait de l'ingérence dans ceci ou dans cela. Voilà. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, il est d'organiser une gouvernance mature qui fait intervenir les uns et les autres à travers leurs missions et leurs compétences et de pouvoir organiser cette responsabilité partagée. C'est ça le sujet. Évidemment, il y a des dérives ponctuelles qui peuvent être trouvées ici ou là, mais il faut s'interroger aussi sur la manière dont l'organisation générale de ce système permet aussi très ponctuellement ces dérives. Je voudrais juste dire une chose quand même par rapport à ça. Sincèrement, les services de l'État, ils sont
extrêmement mobilisés là-dessus. Ils ne comptent pas leur temps. On est quand même sur une mobilisation en termes de place. Et là aussi, ça a été un travail partagé, mais où les services de l'État, ils ont leur part. Et donc, il y a fondamentalement un terrain énorme de coopération qui se vit au quotidien. Donc, moi, je n'ai aucune défiance, je ne vois aucun risque à ce que précisément il y ait ces espaces de discussion, et je pense bien au contraire que c'est là qu'on trouvera des meilleures réponses pour les uns et pour les autres, et qu'il faut laisser de côté ces lieux de, voilà, cette méfiance, et qu'au contraire, il faut trouver dans le partenariat la construction de la confiance, et c'est comme ça que ça marchera, et ça marchera mieux. Merci, merci Sylvain, et je propose un peu de conclure là-dessus, c'est-à-dire de conclure sur des mots qui ont été prononcés par chacun dans nos échanges, des mots autour de la confiance, autour de la coopération, autour de la conflictualité aussi. Le mot est venu parce qu'elle peut générer des échanges et produire de nouveaux débats, autour de la participation des personnes accueillies qui a été un thème très important. On a bien noté que c'était maintenant un chantier qui s'ouvrait dans le cadre du service public de la rue au logement et qui prendrait du temps, et avec cette volonté d'y associer les parties prenantes. Moi, je tiens vraiment à vous remercier pour les échanges que nous avons eus, qui ont été très riches. Beaucoup de questions aussi qui ont été posées. J'espère que nous avons pu sélectionner la plus grande partie d'entre elles, et en tout cas apporter des réponses aux uns et aux autres. Il y a forcément des questions qui restent, et j'imagine que le temps et les prochaines étapes permettront aussi de les aborder et d'apporter les réponses des uns et des autres. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.